Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mes propres outils, mes propres rapports custom pour SQL Server Management Studio. Je suis Ariane Papillon, Microsoft MVP Data Platform. Vous trouverez plein d'informations sur SQL Server sur mes différents sites et différents blogs. Depuis quelques années, je publie des rapports personnalisés, des Custom Reports, pour SQL Server Management Studio, SSMS. Il est vrai qu'il existe déjà quelques rapports standards livrés avec SSMS, mais je trouvais qu'ils étaient très loin de me satisfaire. Et ce dont j'avais besoin, c'est d'avoir très rapidement, de manière très lisible, une vue complète sur toutes les informations disponibles d'une instance SQL Server. Je voulais que ça puisse mettre en évidence, avec juste quelques clics, tous les problèmes de configuration, d'administration, etc. En plus de cela, je voulais qu'on puisse exporter le résultat vers un fichier en PDF, voire même l'imprimer. En fait, il y a une foule de choses qu'il faut examiner sur une instance SQL Server. Donc ces rapports vont exposer beaucoup d'informations, déjà toutes les informations de version, de plateforme, de service, de configuration, de mémoire, de sécurité, tout ce qui concerne aussi le stockage, aussi bien les disques que les fichiers de base de données, le contrôle des backups, des checks d'intégrité, tout ce qui concerne les travaux de l'agent SQL Server, également des informations de performance comme les attentes, les latences des disques, les locks, les deadlocks, les index manquants, voire des informations plus fines à l'intérieur même des bases de données comme les tables, les index, les statistiques. Et aussi, pourquoi pas, la configuration Always On. Ces rapports sont disponibles depuis le début gratuitement pour la communauté des utilisateurs SQL Server. Nous en sommes maintenant à la release 9 et ils sont donc sur github.com/datafly/ssms-info-reports. Il y a maintenant 17 rapports qui sont chaînés les uns aux autres. Le point d'entrée principal, c'est le rapport qui s'appelle Main Server Dashboard. C'est à partir de celui-là qu'on peut naviguer dans les différents rapports, mais on peut aussi utiliser des rapports directement à partir des SSMS. Quelques petits points supplémentaires, ces rapports fonctionnent avec des instances SQL Server de la version 2008 jusqu'à 2022. Mais en ce qui concerne Management Studio, la version doit être au moins celle de 2012, voire ultérieure. Sur les versions anciennes, certaines parties ne s'afficheront pas en fonction des fonctionnalités qui existent dans la version qu'on examine. Il faut obligatoirement avoir des droits de sysadmin sur l'instance SQL Server qu'on examine. Et nous allons dès maintenant voir comment installer et utiliser ces rapports. Bon, on va regarder d'abord comment ça s'installe. C'est très simple. On télécharge sur GitHub. Donc on va à l'adresse indiquée précédemment. On va chercher la release, la dernière release à jour. On télécharge le .zip. On l'ouvre. Et ici nous avons tous les différents rapports que je n'ai plus que à faire glisser dans un dossier. Alors le meilleur choix pour le dossier, c'est de créer un dossier dans mes documents SQL Server Management Studio et de créer un dossier qu'on va appeler Custom Reports. C'est là qu'il va chercher par défaut les rapports custom. Et voilà, c'est installé. Je n'ai plus qu'à ouvrir les rapports dans SQL Server Management Studio. Ici, j'ai une instance SQL Server 2019. Ici, je fais un clic droit sur mon instance et je vais chercher les rapports personnalisés. Et il me propose l'ensemble de rapports que j'ai déposés. Je vais chercher le rapport principal, qui est le Main Server Dashboard. Et j'ai un petit message d'avertissement puisque ce rapport lance des requêtes et donc forcément il faut que je l'autorise. Je m'arrange pour qu'il ne m'affiche plus ce message par la suite et j'exécute le rapport. Voilà, donc ce premier rapport, il va me permettre de consulter beaucoup de choses et en particulier il va être lié avec différents rapports, soit avec des boutons, soit avec des liens directement, par exemple les liens sur les bases de données, etc. Donc on va regarder les différentes informations qui renvoient. Bien sûr des informations sur le serveur, sur le stockage avec les disques, l'occupation des disques, l'occupation des disques par les fichiers de base de données
ou par d'autres fichiers. Donc les fichiers de base de données sont en rouge vif, les autres fichiers sont en rouge foncé, et en vert, l'espace libre, disque par disque, y compris les points de montage. On indique aussi, au cas où nos bases de données seraient amenées à grossir, les fichiers de base de données qui ont un incrément de croissance, quel serait l'incrément total et combien il resterait après. Ensuite, les informations sur les bases de données. Pour chaque base de données, vous avez un lien qui vous envoie vers un autre rapport spécifique à la base de données. Alors on voit ici plusieurs informations, la taille globale, bon, le mode de récupération bien sûr, mais aussi l'occupation des fichiers. Donc ici, on a notre fichier de données, en rouge vif la partie allouée, en vert foncé la partie libre dans ce fichier de données, et puis le journal de transaction qui est en vert pâle pour la partie libre et en rose ici pour la partie allouée. On a même les incréments de croissance qui sont en bleu ici pour les fichiers de données ou les journaux de transaction. Et donc quand on passe sa souris sur le graphique, on obtient un tooltip. On peut déplier aussi et avoir le détail des différents fichiers de base de données. On voit aussi nos databases snapshot, nos bases qui sont offline ou en cours de restauration, etc. Le journal d'erreur qui va parser les 2 derniers journaux d'erreur pour chercher si on a un mot-clé du genre fail, error, etc. et donc nous renvoyer une information un petit peu synthétique qui va nous permettre de voir très rapidement. Vous voyez par exemple, j'ai une erreur accès refusé ici. Donc, ça nous permet de voir très rapidement si on a eu des erreurs récentes. Une information sur les jobs. Ici, on a les jobs par catégorie. Donc tous les jobs, j'ai 12 jobs sur mon serveur, un qui est non catégorisé et 11 qui est dans la catégorie database maintenance. Toujours avec des liens aussi qui permettent d'aller voir des rapports spécialisés sur chaque job. Et puis une information synthétique ici qui nous renvoie la liste des jobs qui sont soit en train de tourner, soit qui ont récemment échoué. Donc, par exemple ici, on a une sauvegarde de base de données, un job de sauvegarde, qui a récemment échoué. Le petit statut orange ici nous dit que ça a échoué dans les quelques dernières exécutions, c'est basé sur l'historique, et ça en récupère une partie. Si le statut est rouge, c'est que la dernière exécution a échoué. Et puis s'il est en train de tourner, on a une petite flèche verte dans le running ici. Et puis une information synthétique sur les attentes globales et les attentes en enlevant, par exemple, le parallélisme ou les attentes au LEDB pour avoir quelque chose d'un petit peu nettoyé. Avec la date de départ de ces attentes qui sont en cumulé. Donc voilà pour ce premier rapport. On va pouvoir, à partir de là, aller dans des sous-rapports. D'abord le rapport serveur, à partir du bouton ici, où là, vous voyez que j'ai de nouveau le petit message d'avertissement, qui va me donner beaucoup plus d'informations sur l'instance. En particulier, est-ce qu'elle est en cluster, quel est le nœud actif, quelle est la version, quelle est la collation, le système d'exploitation. Il va extraire de l'error log quel est le matériel, le hardware de la machine. Ici, on voit que c'est une machine virtuelle. Le type de processeur, le nombre de processeurs, la mémoire physique, les protocoles réseau activés, le port TCP, les services SQL Server avec leur compte de service et leur date de dernier démarrage, la date de création, d'installation de notre instance et la date de dernier démarrage, les paramètres de registre, est-ce que l'instant file initialisation est activé, les configurations qui seraient différentes des configurations par défaut à l'installation, comme par exemple d'avoir activé le backup compression, c'est plutôt une bonne idée, et le backup checksum, alors que par défaut c'est pas activé à l'installation. Des informations sur la mémoire comme la mémoire physique, la mémoire disponible, etc. et la mémoire utilisée par SQL Server, et des informations plus détaillées.
Ici, les informations propres à l'instant sur la mémoire. Est-ce que le lock page in memory est activé ou non? Quel est le max server memory qu'on a configuré? Quel est le max server memory recommandé avec la mémoire physique si on est sur une instance dédiée? Le buffer pool extension, et puis des informations d'intégrité si vous avez des pages suspectes ou des memory dumps existants. Voilà pour le rapport serveur. On revient en arrière avec notre petit bouton. Alors tout ça c'est exportable bien entendu et imprimable. Hein. Je fais un clic droit sur mon rapport, exporter, Excel, PDF, Word, puisque c'est des rapports RDL. À partir d'ici, je vais aussi pouvoir consulter des informations sur la sécurité. Donc sur la sécurité, je vois le mode d'authentification bien sûr, le login SA, les comptes de service, la configuration de sécurité au niveau de l'instance, est-ce que j'ai configuré un audit, si c'est le cas, où est-ce qu'il est, effectivement, quel est son fichier, etc. Les erreurs de login qui sont enregistrées dans l'error log, et tous mes différents logins, y compris des groupes éventuellement, avec, ici vous voyez j'ai un groupe Windows, avec l'appartenance au groupe. On voit que ici j'ai deux admins qui sont dans le groupe SQL Admin. Donc les groupes Active Directory ou les groupes locaux du serveur Windows. Et ici on va voir s'ils sont activés, s'ils sont propriétaires de bases de données. Vous voyez que l'administrateur ici, SA, SQL1 administrateur, possède 8 bases de données, les serveurs liés, et puis des informations de sécurité aussi au niveau des différentes bases de données avec des liens qui vont me permettre d'aller consulter un sous-rapport sur la sécurité sur la base de données elle-même. Ok. Côté base de données, j'ai un sous-rapport un peu plus détaillé sur l'ensemble des bases de données. Ce sous-rapport, il va me remontrer différentes choses, mais un peu plus détaillées avec les options de page vérifie, de auto-create statistiques, auto-update statistiques, etc. Est-ce qu'on a de l'auto-close ou de l'auto-shrink sur certaines bases? Le stockage des différentes bases de données, un petit peu tel qu'on l'a vu précédemment, avec la possibilité de déplier aussi et de regarder fichier par fichier. Voilà. Les journaux de transaction, avec leur taille bien entendu, quel est leur état en fait pour le recyclage de journal de transaction, quelle est la partie utilisée et la partie libre, et puis le nombre de VLF pour chaque journal de transaction. On rappelle que il faut éviter d'avoir un trop grand nombre de VLF supérieur à 100 pour éviter d'avoir des dégradations de performance, par exemple au niveau des backups ou au niveau de l'OSA. Un rapport sur les backups, où ici vous voyez pour toutes les bases de données quels sont les types de backups dans la dernière séquence de backup. Ici on voit qu'on a que des backups full. Et des petits warnings ici, par exemple cette base-là n'a pas de backup du tout. Celle-ci n'a pas de backup log, alors que qu'elle est en full. Et puis on peut déplier effectivement ici pour obtenir l'historique des backups. Par exemple, voilà, pour cette base-là, pareil, etc. Et la liste des derniers checks d'intégrité des BCC avec la date. Voilà, donc une information assez synthétique. Alors, il y a un petit rapport en plus qui est intéressant, qu'on n'a pas vu, un bouton qui n'apparaît pas sur ce serveur, parce que ce serveur n'a pas de haute disponibilité Always On configurée. On peut regarder sur un autre serveur pour voir comment ça fonctionne. Alors, ce serveur-là, par contre, voilà, je me mets en plein écran, lui, il a de l'Always On, et donc, ici, on a un rapport supplémentaire. Et en fait, on a plusieurs groupes de disponibilité Always On. On a des informations sur les nœuds clusters, sur les groupes de disponibilité. On voit qu'on a un réplica synchrone ici, un réplica asynchrone là, un deuxième groupe de disponibilité avec un réplica synchrone. La liste des listeners pour chaque groupe de disponibilité.
Et puis bah, les détails sur les bases de données, est-ce qu'elles sont synchronisées, en cours de synchronisation, etc. Donc les petites flèches, elles passent au rouge, bien entendu, si quelque chose n'est pas en bonne santé. Je reviens sur mon rapport principal. On va continuer ici avec les jobs. Alors ici, mes sous-rapports sur les jobs, par exemple, tout ce qui concerne la maintenance, je peux cliquer sur le lien et obtenir un rapport sur mes différents jobs ici, tout ce qui concerne la maintenance, avec, pour chaque job, quelle est la planification, et puis une petite statistique sur les durées d'exécution des dernières exécutions. Ok. Voilà, je reviens en arrière. J'ai un autre rapport sur les jobs qui, lui, me donne un planning. Alors, sur ce serveur-là, il n'y a pas grand-chose qui tourne, mais on voit sur les dernières 24 heures les jobs qui ont tourné. Alors, en vert, ceux qui ont réussi, en rouge, ceux qui ont échoué. Et si je vais dessus, j'ai un petit tooltip également qui me donne la durée. Et à partir de là, je peux aussi accéder au rapport sur chacun des jobs, rapport détaillé, job par job. Alors, même chose d'ailleurs à partir d'ici, on voit que j'ai un job qui n'a pas tourné, je peux cliquer sur le lien, je vais arriver au même rapport détaillé sur le job en question. Et donc là, j'ai un rapport détaillé avec les différentes exécutions. On voit bien qu'ici, il a échoué le 1er novembre, mais que depuis, il a tourné, donc c'est pour ça qu'on a un statut orange. Ok, ensuite, les performances, on a également un rapport sur les performances. Donc là, j'ai un historique du CPU, les attentes avec un peu plus de détails, un rappel sur la mémoire, avec un peu plus d'informations aussi, le cache hit ratio, le page level expectancy, l'utilisation de la mémoire par les différents memory clerks d'SQL Server. On voit que c'est le buffer pool qui consomme le plus, ce qui est assez normal. Informations sur le stockage, les latences disque par disque et fichier par fichier depuis le dernier démarrage. Donc là, on voit que le dernier démarrage est très récent. Et puis, l'utilisation de TempDB, à savoir déjà sa taille de départ et la taille qu'il fait maintenant. Donc ça veut dire qu'il a grossi, il faisait 8 mégas au départ, il fait presque 1 giga à l'arrivée. Et l'occupation à l'heure actuelle de TempDB. Le query store, quelles sont les bases de données qui ont le query store activé, et puis les index manquants. Donc, et on a des sous-rapports un petit peu partout, à savoir ici on a un rapport sur les locks et les deadlocks. Par exemple ici on va pouvoir les regarder au niveau de mon instance, quels sont les derniers verrous bloquants avec un petit peu de détail, quelle est la requête qui était en attente, et puis les deadlocks. On voit qu'on a eu un deadlock le 1er novembre avec une victime, 2 transactions dont une victime, et avec un petit peu de détail quelles étaient les requêtes impactées dans ce deadlock. Un autre rapport, sous-rapport, les ressources par base de données. Donc là, ça nous donne une idée un petit peu du buffer utilisé par base de données, les I/O par base de données, le CPU par base de données, et puis bien sûr l'allocation, la taille des données allouées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Alors pendant qu'on est dans les performances, hein, on a les missing index. Donc ici aussi on a un sous-rapport sur les missing index qu'on peut aller consulter. Donc là on est global au niveau de l'instance. On verra aussi que dans le rapport pour chaque base de données, on peut avoir ce même rapport mais filtré sur uniquement ce qui concerne la base. Donc ici on voit que par exemple ici j'ai un index missing avec, ils sont triés par avantage de créer cet index, hein, avec un impact de 99,99% sur cette table. Donc dans la base Adventure Workbix, j'ai un missing index intéressant. Et si je clique sur le lien, je vais arriver directement aux informations détaillées sur la table et ses index. Bah, je vais le faire pour qu'on aille regarder. Voilà, et ici je suis dans un rapport détaillé sur l'index. Je peux accéder par un autre bout également.
Ici, on voit que c'est une table qui a 50 millions de lignes. Le rouge m'indique que c'est un index cluster qui organise toute la table, et qu'on a 4 index ici non cluster qui existent, et donc avec toutes les informations sur l'index cluster, y compris les statistiques d'utilisation. Et on voit ici l'index recommandé par les missing index. Il ne faut pas bien sûr l'appliquer forcément tel quel, il faut réfléchir à son utilité. Voilà. On reviendra sur cet index report de manière plus détaillée. Voilà. Je remonte en arrière. Ok, je remonte en arrière. Et maintenant, je vais aller regarder en détail dans les bases de données. Par exemple ici, dans ma base de données, je vais cliquer sur une des bases et je vais avoir le rapport détaillé sur cette base de données. Donc ici, j'ai un peu plus d'informations vraiment au niveau de la base de données elle-même, tous ces fichiers, etc. Mais également un sous-rapport de sécurité qui va me renvoyer les utilisateurs avec éventuellement leurs permissions. Dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas de permission détaillée, mais sinon, il y a une petite coche où on peut déplier, etc. S'il y a des clés et des certificats pour le chiffrement, par exemple. On va pouvoir également avoir des informations sur le classement, la collation. Éventuellement, s'il y a des colonnes qui n'ont pas la collation de la base de données, c'est pour identifier si on a des écarts entre le serveur, la base et certaines colonnes. Et puis une synthèse du nombre d'objets dans la base. Ici on voit qu'on a par exemple 8 tables, 3 tables optimisées en mémoire, 4 index clusters, etc. 2 contraintes uniques, 6 clés primaires, etc. On peut aller directement sur un rapport un peu plus détaillé sur les tables de la base de données. Donc ici, j'ai une synthèse sur l'ensemble de mes tables. Je vois que j'ai des tables avec 2 tables avec clé primaire cluster, j'ai 5 tables qui n'ont pas de clé primaire, et j'ai 4 tables qui ont des clés primaires non cluster. Donc je peux aller directement regarder quelles sont mes tables ici et arriver à mon rapport sur les index. Quelles sont les tables qui n'ont pas de clé primaire, par exemple. Voilà. Alors j'arrive sur un rapport d'index où j'ai beaucoup de couleurs. Alors, il ne faut pas se focaliser sur les couleurs. Le code couleur, il est assez simple. Ici, j'ai dans les verts kaki, c'est des index colon store. Bon, en même temps, c'est indiqué en face. Et ça organise la table. On voit effectivement que la table et l'index sont de la même couleur. Ici, j'ai une table qui a un index cluster qui n'est pas clé primaire. Donc c'est ce bleu-là. Un index non cluster qui est vert. Et un non cluster colon store index qui est dans les beiges ici. Ici, j'ai un index cluster, mais qui est contrainte unique. Et ici, dans les marron beige ici, on voit que ma table n'a rien qui l'organise. C'est une table en heap, donc sans index cluster ni colon store cluster index. Voilà, donc c'est tout un code couleur qui permet de localiser rapidement pour une table. Alors si je reviens en arrière, on peut voir effectivement ici table par table. Par exemple, on regardait notre table ici, celle-ci. On peut aller voir juste ses index. En cliquant ici, elle a 2 index. On voit bien que ici, j'ai une table heap et puis j'ai 2 index plus un non-cluster colon store d'ailleurs. Et puis je peux aussi aller regarder les statistiques. On voit par exemple que sur cette table-là, j'ai 3 statistiques. Et donc là, j'ai des informations détaillées sur toutes les statistiques, que ce soit des statistiques d'index ou des statistiques de colonne. Voilà, donc je suis descendu assez bas, effectivement, dans tout ce que je peux obtenir comme information. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je vais sur une table, par exemple ici, sur une base de données, je peux directement, par exemple ici dans ma base index sample, aller sur une table par exemple, ou dans ma base explore index par exemple, aller sur une table, prendre ma table ligne de commande, et là ouvrir directement
mon rapport sur les index. C'est mon rapport index report qui doit être quelque part, qui est là, hein, sans passer par tout le cheminement. Et j'obtiens les index sur cette table, et au passage, le missing index qu'on a vu tout à l'heure, qui concerne cette même table. Ok, donc ces rapports-là, effectivement, le rapport sur la base de données, ça marche de la même chose. Hein, je peux, de la même manière, je peux faire ici, ouvrir directement mon rapport sur la base de données. Voilà grosso modo un petit peu l'ensemble de tout ça. Donc je vous laisse bien sûr explorer tout ça dans le détail. Il y a un cheminement. Sur le site GitHub, il y a une petite description des différents rapports, effectivement, et comment ils sont chaînés. On voit bien qu'on arrive par le main server dashboard, qu'on peut aller au server report, server security report, all database report, et puis derrière descendre dans les différents rapports, par le rapport des tables, le rapport des index, les rapports des statistiques, etc. etc. Voilà un petit peu comment naviguer pour tout ça. L'intérêt de tout ça, bien sûr, c'est d'obtenir très très rapidement un ensemble d'informations sur notre instance de base de données. Voilà pour la démonstration. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir avec mes custom reports et à la prochaine fois.